Vous reconnaissez certainement cette voiture. Il y a 3 ans, j'étais venu ici au garage du Panorama pour faire un comparatif entre cette Honda NSX et une McLaren 675 LT. Aujourd'hui, je suis de retour pour filmer ça, la RML GT Hypercar. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, après avoir profité de la vue, on va retrouver Jean-Louis. Ça va Jean-Louis? Ça va très bien. Ouais. Bon, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En 3 ans, bon, on a changé pas mal de choses. Ouais. Alors, je crois qu'on s'est vu la dernière fois, on vendait beaucoup de voitures en direct. Exactement, ouais, tu sais, avec Jimmy. Passionné, exactement. Ouais. Depuis ça, l'espace qui a changé un peu, on a commencé à l'utiliser plus pour les événements. Alors, on a fait des essais pour la Revuelto pour Lamborghini, par exemple. Et aujourd'hui, on fait une petite opération pour RML, pour présenter la marque. Et du coup, ça, c'est une partie. Sinon, moi, je vends toujours quelque chose, mais je travaille plus pour je me suis mis à travailler avec une grosse structure américaine qui s'appelle Hagerty. Ouais. Brodaro. Ouais. Qui en fait, bon, de base, Hagerty, c'est des assureurs aux États-Unis. Les plus grosses dans tous les États-Unis pour les voitures de passionnés. Et depuis quelques années, ils sont lancés un peu dans le lifestyle. Ils ont acheté plein des événements comme le Quail, les choses comme ça. Ils se fait Hagerty Media, que c'est assez impressionnant. C'est eux qui ont acheté The Quail? Oui, ils se fait des événements là-bas. Ils se fait beaucoup. Et à un moment, ils se sont mis à faire les ventes en enchères, les ventes privées. Ouais. Depuis quelques années en États-Unis. Les enchères à Monterey, à Media Island, à Las Vegas qui arrive maintenant. 5-6 par an. Et depuis 1 an et demi, ils ont commencé à structurer en Europe. Alors, on a déjà une base en Angleterre, en Allemagne. Et moi, en fait, je travaille pour eux pour trouver des voitures, si pour les enchères ou si pour des ventes privées. On a aussi la capacité de financer spécifiquement sur les collections. C'est du financement. Brodaro Capital, c'est vraiment pour financer, trouver des solutions pour les collectionneurs avec des très grosses collections ou des choses comme ça. C'est assez intéressant. Et nous, on a lancé la première, cette année, c'était la première enchère. On a récupéré le contrat pour Villa d'Est. Alors, on a le contrat officiel de Villa d'Est pendant 3 ans. Et j'ai mis du coup les 2 McLaren que tu connaissais, les B4WC de Lewis Hamilton et de Jenson Button là-bas. Ouais. C'était un peu le début. Et là, prochainement, on a Zout Grand Prix. Oui, c'est le 10 octobre. Et là, on a bien travaillé. Là, bon, tu verras dans le catalogue, on a une Bugatti Veyron Vitesse incroyable. Pièce unique, un peu inspirée de Transformers. Une Bugatti EB110 GT, une F40 non-cat, non-adjust, mais peut-être la plus belle que j'ai jamais vue, 10 000 km, très peu de propriétaires, jamais restaurée, dans son joue, mais elle tourne tout de suite, elle est parfaite en état incroyable. Quoi d'autre? Une SLR 722S, une Porsche 959 Comfort, une 675 LT Speeder, bien sûr. Ah, évidemment. Et après, il y a une 991 Speedster que j'ai amenée, et du coup aussi, pourquoi pas, il y a une Tech-Art Street Air Cabrio pour les passionnés des Porsche un peu modifiés. Donc c'est toi qui te charges de trouver toutes ces voitures? Moi, en fait, on a une région splendide pour trouver les voitures. Même en vente privée, on a trouvé des bijoux qu'on ne communique pas dessus parce que c'est des ventes privées entre clients. Une voiture que je suis très fier d'avoir mis dans l'enchère, c'est la Lamborghini Pregunta. Elle est très intéressante parce que c'est en fait le dernier concept car fait par Lamborghini avant le rachat d'Audi. En 98, sur la base d'une Diablo, 2 roues motrices, mais carrosserie tout en carbone, inspirée par le Rafale, c'est ça, le jet fighter français, avec leur peinture de ça. Mais en fait, elle est très en avance parce que quand on la voit, on dirait une Reventon sur la base d'une Diablo en avance. Oui, c'est un peu particulier. Et en plus, c'est une Speedster en Barchetta. Il y a beaucoup de personnes qui font l'association avec Pagani au niveau proportion de la voiture. C'est vrai qu'on dirait. Et il y a des petits détails, des éléments qu'on peut imaginer bien pourquoi c'est le cas. Mais aussi, la carrosserie tout en carbone. Et c'est fait par Marc Deschamps, en français, qui était celui qui a remplacé Gandini chez Burton, mais c'était après l'époque Burton. Mais c'est fabriqué par Heuliez Torino. Alors à l'époque, ils ont monté Heuliez en Torino pour faire un peu concurrence à les Italiens. Et c'est une voiture assez exceptionnelle. On verra ce que ça donne parce que c'est unique au monde. Et ça, ça vaut combien ça, une voiture? Nous, c'est difficile à estimer. On a estimé, je vais vous dire tout de suite, mais je crois que c'est entre 2,3 millions et demi et 3 millions, quelque chose comme ça. Mais on verra bien. Ça peut partir. C'est vraiment avec les voitures comme ça, on n'a pas des points de référence. Alors ça. Oui, forcément, vu que c'est unique. Ça va être très intéressant. Et 2,5 millions et 3,5 millions. C'est vrai que le look est assez incroyable. C'est vrai qu'il y a un peu de Wayra, il y a un peu de tout dans cette voiture. C'est ça. Et là aussi, la prise d'air sur une Barchetta, c'est Speedster, c'est assez impressionnant. Ah ouais, mais tu sais quoi, la prise d'air, elle est tellement grosse que je pensais que c'était un toit. Un coupé, voilà, là, c'est notre catalogue. On peut le trouver online sur le site de Brodaro. Ah, on a aussi... D'ailleurs, cette 275 là. On a la Valkyrie de Daniel Ricciardo.
Ah, génial. On a aussi une unique prototype Zagato Roadster. Exact. Ah non, on trouve des voitures, des petites. Et cette 275. Vert d'Épinot. Vert d'Épinot, qui est une super belle couleur. C'est Pierre, mon pote Pierre, qui était venu ici filmer avec nous. C'est lui qui a fait le film pour Bordaro. C'est une très belle auto, celle-ci. Ouais. Les quatre, on fait que ce qu'on essaye de faire, c'est dans les enchères. Pas seulement, moi je trouve très intéressant, il faut expliquer un peu les personnes qui ils se craignent un peu les enchères. Ils pensent qu'il y a beaucoup de frais, c'est compliqué, c'est un monde un peu fermé. Honnêtement, quand il y a des voitures spéciales, ça peut marcher très 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 bien. Il y a des résultats cette année, on a vendu une vraie NSXR phase 2. Ouais. Moi je connaissais la voiture, elle était proposée à moi il y a un an avant avec une réserve que moi un prix pour le client que je trouvais un peu élevé, ça aurait été une record du monde. Alors, ça vaut combien une NSXR maintenant? C'est 600, non? Quelque chose comme ça? Nous on l'a vendue à 940 000. Malheureusement la mienne elle est pas du tout une vraie, mais non, mais de l'autre côté, au moins tu peux elle est plus rare. Tu peux la conduire. Oui, je peux la conduire, mais elle est plus rare. Coupée 3 litres 2, normal, c'est plus rare que la. Donc aujourd'hui, garage du panorama, ce que tu fais principalement, c'est justement utiliser ton réseau comme ça, bosser avec Bordaro, avec Agarty pour trouver des supercars, des hypercars, des voitures exceptionnelles. Des vieilles voitures aussi. Des vieilles voitures aussi. Il y a le marché, aujourd'hui le marché pour les vieilles c'est un peu tendu. Alors nous, on a la capacité de vraiment marketer, surtout avec Agarty, que c'est tellement puissante. En États-Unis, on a eu les tarifs qui nous ont compliqué un peu les choses, mais on a la capacité de trouver des solutions pour les voitures. Si on vend privé, si on enchère, et je dirais l'avantage d'enchère, c'est si le marketing est bien fait, si le travail est bien fait, le prix qu'il va attendre la voiture, c'est le prix marché, ou sinon plus. Aujourd'hui, avec les vieilles voitures qu'on risque de les garder longtemps, moi quand je vendais des voitures directes, de temps en temps, on avait la voiture un an. Une vieille Range Rover, on avait un an. Ouais. Tu payes le stockage, le gardinage, l'assurance. Avec les vieilles, toujours il y a un bricole à faire. Toujours. Là, on sait si on la met en enchère, on sait cette date-là, ça se vend. Et honnêtement, Villadès, c'était la première enchère que je fais de côté travail. Ouais. Et une chose qui m'a choqué, c'est moi je pensais toujours, le travail c'est fait pour ramasser les voitures, faire le marketing, tu crées ton événement et après tu as tes clients et tu attends. Mais en fait, il y a une vraie stratégie de vente derrière chaque voiture, une stratégie qui a déjà commencé en avance pour essayer de garder où il y a l'intérêt. S'il manque un peu d'intérêt, il est un peu plus fort sur le marketing. Et qu'est-ce que c'est excitant? C'est à la fin, tu as 3 heures et tu sais qu'après ces 3 heures, si c'est vendu bien, si c'est pas vendu, c'est rare. Nous, on a une sell-through rate très très élevée. Okay. À Villadès, on a fait je crois que c'était 80% ou quelque chose. On avait une Ferrari 166 Corsa Speedhawk qui est vendue à 7,4 millions de dollars ou euros. C'était monstrueux. Okay. Non, c'est excitant. C'est une façon, à la place d'être derrière le bureau et négocier pendant 2 semaines, 1 mois sur une vente d'une voiture, là, tu risques en 3 heures de vendre une dizaine de voitures pour toi. Ouais, mais le travail qui était avant peut durer des mois, voire même des années. Des négociations, tout ça, mais franchement, quand tu vois, c'est très bien quand il y a 2 personnes sur la même voiture et tu vois qu'en fait, parce que l'ambiance elle est drôle, elle est marrant, les clients ils s'amusent, ça doit être fun. Ouais. Et les Américains, ils amènent un peu un côté fun sur le monde des enchères. Quand tu vois qu'il y a 2 personnes qui ont vraiment envie d'avoir une voiture, là c'est quand ça commence à être très intéressant. Alors on verra bien pour Zoot. Je crois. Et après, on a Zurich aussi en 1er novembre, au Doldergrand. On a des très belles voitures là aussi. Il y a une XJ 220 avec 600 km que j'ai amenée, une autre Veyron et surtout une voiture un peu particulière, une 575 GTC Stradale. Alors, c'est une 575 recarrossée comme une ProDrive. Comme une ProDrive, ouais. Mais routier. Mais il y en a une, alors tous les ans, les 2 fois où j'ai participé au 1000 Emilia, cette année et il y a 3 ans, il y en avait une, alors c'était une 550 ProDrive, mais de route. Et ça fait partie de 5 ou 6 voitures, boîte méca, qui ont été faites par ProDrive et qui ont été, ça faisait partie je crois des prototypes avant la voiture de course où ils avaient mis la carrosserie sur une des caisses. Et tous les ans, il y a un mec qui suit une partie du 1000 Emilia avec cette voiture. C'est une voiture néerlandaise. Donc tu la vois, elle est rouge, on dirait une 550 ProDrive. T'as l'aileron, la carrosserie, tout, et à l'intérieur c'est complètement vidé, juste à une boîte méca et elle roule sur la route. Alors celle-ci, c'est pas ça, parce que les boîtes auto, c'est sur la base d'une 575. Oui, forcément. Mais qu'est-ce que c'est magnifique? Elle a exactement les pièces, le look tout en carbone, les échappements, le truc pour l'essence. Et c'est une voiture locale. Alors, je crois que c'est pas celle-ci qui a fait le 1000 Emilia, mais moi, je trouve, quand on voit l'estimation, les prix d'une voiture comme ça, quand on voit le travail qui est dedans et le look que tu as, moi, il n'y a pas. Il y a une vidéo qu'on a fait sur la voiture à partir d'ici, il y a 2 ans. Et l'année dernière, quand tu la vois dans le garage, honnêtement, c'est une des plus belles voitures à regarder dans le showroom. Et ben si on allait voir le showroom justement, qu'on aille voir ce qu'il y a aujourd'hui. Voir un peu ce qu'il y a dedans, parce que là, je pense pas qu'on le voit d'ici à travers la vitre, mais il y a quelque chose quand même d'extrêmement spécial, en plus de la RML qui est évidemment l'un des sujets de la vidéo.
Tu me suis? Et je te suis. Avant de découvrir les incroyables voitures qui peuplent le jardin de Jean-Louis, si un jour vous prend l'envie d'acquérir une voiture d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. On veut tous éviter les erreurs coûteuses et trouver la bonne voiture plus rapidement. En rentrant le numéro VIN d'une voiture sur Car Vertical, on obtient un rapport d'historique détaillé qui aide à prendre une décision. Kilométrage modifié, photos d'archives, dommages masqués, comme sur cette Porsche 911 GT3, importation douteuse, vol. Car Vertical recense tous les potentiels défauts d'une voiture et affiche sa vraie valeur. Avec le code TGD20, vous avez 20% sur votre prochain rapport Car Vertical. Le lien est en description. Plus vous utilisez ce code, plus vous soutenez la chaîne YouTube. Donc on était là, je vous montre juste ce qu'il y a en haut évidemment. La 675 LT que j'avais essayé il y a quelques années avec la NSX, qui a toujours ses baquets et son volant de McLaren. Pour l'instant. Pour l'instant, il va y avoir des évolutions parce que, bon, vous regarderez la vidéo pour ceux qui ne l'avaient jamais vue, mais Jean-Louis a été chef de projet chez McLaren, a travaillé sur la SLR. SLR 722. SLR 722, 12C, P1. Et bon bref, on avait fait une vidéo complète sur cette voiture et sur justement toute cette histoire, le lien aussi entre McLaren et la NSX qui était extrêmement intéressant. On va s'occuper de ça juste après, mais on va s'occuper aussi de ça. Alors, RML. RML aujourd'hui, c'est une écurie de course, mais c'est aussi en quelque sorte un constructeur, un spécialiste des voitures spéciales, on va dire. C'est ça. Disons que RML, de base, c'est une écurie de course. Bon, je crois que la première voiture, elle était construite en 38 et la société l'a démarrée en 58. Alors, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça. Il y a la partie course, mais aussi la partie engineering, où eux, ils sont responsables de faire beaucoup de projets pour des constructeurs. Et ils n'en parlent pas trop. Bizarrement. Non, c'est assez surprenant. Oui, alors disons que quand on voit les produits RML, c'est pas un petit start-up qui a décidé de faire un resto mode ou quelque vraiment chose pas, comme ça. C'est quelque chose vraiment de gros. Alors, si on doit parler de quelques voitures, alors RML, ils ont fait des dizaines de voitures de course, mais voilà, par exemple, ça, la McLaren Senna GTR, c'est RML. RML qui l'a fait pour McLaren. C'est RML qui l'a fait pour McLaren. La DB4 GT Zagato. Les continuations, même la Goldfinger, tous les trucs. La Vulcan aussi. La Vulcan, ils ont travaillé sur la Vulcan beaucoup. La Bizzarine en continuation, que c'est un châssis monocoque en carbone. C'est eux qui se font ça. Et si, parce que leur grosse spécialité, en fait, c'est les châssis en carbone, en grande partie. Non, je dirais leur spécialité, leur grosse spécialité, c'est vraiment suspension, course, mise en point et surtout faire des projets bespoke, si pour les constructeurs, des projets un peu particuliers. Et sinon, pour les clients directs, il y a des projets que malheureusement, on ne peut pas trop parler parce qu'ils font des choses vraiment uniques pour des clients qui sont bluffants. Je pense à d'autres voitures aussi. C'est eux qui avaient fait le Nissan Juke R. Donc le Nissan Juke, avec un train, avec des trains roulants et un moteur de Nissan GTR, le truc noir là. Oui. C'est eux qui avaient fait aussi la McLaren SLR 722 GT. C'est ça. En fait, moi je connais le nom depuis 2006, parce que pendant le programme SLR, c'est eux qui étaient responsables et ils ont fait tout pour la 722, la SLR GT. Alors la version de course, course au client si vous voulez à l'époque, je ne sais pas combien de voitures ils ont fait, unique pour faire des courses entre les clients. Très belle qu'aujourd'hui c'est MSO qu'ils ont repris le look pour faire la version MSO élargie, un peu high downforce kit sur les SLR. Mais ça c'est un de leurs projets aussi, mais surtout ils travaillent toujours avec des marques très haut de gamme, mais ils sont derrière si vous voulez. Même des choses très intéressantes qui sont très chaudes sur le marché aujourd'hui, c'est eux qui se fournissent, ils se traitent beaucoup de travail pour les trucs très parce que c'est vraiment des spécialistes. Et donc la GT Hypercar, c'est leur 39e projet. Et ça fait également partie des voitures qu'ils proposent. Et donc là, vous le voyez comme ça, on dirait une 250 GT Short Wheelbase. C'est basé sur une 550 Maranello. Oui, en fait, bon, moi, j'explique, on n'est pas ici pour vendre la voiture parce qu'on ne peut plus l'acheter. Et la vérité, on l'a ici parce que c'est une voiture qu'on peut montrer que c'est un produit fini par RML au niveau qualité. Moi, je suis très sincère avec Michael, que tu as après, que c'est la tête. Non, c'est pas le c'est le fils du fondateur, c'est lui qui est CEO c'est sa boîte et c'est lui qui est vraiment dans le produit. Un peu comme moi, on s'accroche beaucoup sur le produit parce que ça, c'est son bébé, comme la GTH, c'est son bébé. Et quand cette voiture elle est sortie, moi je lui ai dit, moi je la comprends pas. Le resto mode sur une 250 short wheelbase, ça a quoi de sens? Surtout à le prix qu'elle vient. Après, on l'a ici, on est allé à Monaco avec et honnêtement, c'est incroyable. Pas seulement en finition comme elle est faite, que ce que ça donne le produit, mais comme produit, en fait, tu as quelque chose qui a l'expérience d'une 250 en émotion de l'avoir.
mais à rouler, c'est tout fonctionne, c'est moderne. Ça marche. On sait avec les vieilles voitures, c'est pas le cas. Et on n'en parle même pas de le prix d'une 250 sur Wheelbase aujourd'hui. C'est pas une voiture que tu vas. Évidemment. Même si celle-là, elle n'est pas donnée non plus. Mais combien c'est vendu ça? Je crois qu'on l'était vendu, elle était à 1,3 million de livres. D'accord. Alors c'est quoi? 1,6 million, etc. On dirait, bon, c'est énorme pour quelque chose qui est basé sur une 550. Mais en fait, quand on voit que ce qu'ils ont fait, je crois que c'était pas le projet plus commerçant de RML. Alors, si on commence, je crois, alors c'est basé sur une 550. Moteur interne, ça reste le même, mais ils ont fait un blueprinting. Ils ont monté 30-40 chevaux. Je crois seulement pour faire un blueprinting. Apparemment, disons que les moteurs de la 550, c'est pas vraiment fait aux tolérances parfaites comme elle était prévue. Oui, c'est italien de l'époque, quoi. Oui, exact. L'empattement, ça reste la 550 et boîte pont aussi, mais il y a énormément de travail parce qu'en fait, la partie arrière de la voiture et l'avant, c'est en carbone structuré. Mais quand on voit comment elle est faite, ça a une interprétation moderne de la voiture. Il y a pas Michael, il avait une règle, no plastique. Et malheureusement, il n'a pas réussi parce que malheureusement, ça restait en plastique. C'est les deux seuls éléments avec du plastique à l'intérieur de la voiture. Et sinon, tout le reste, c'est fait en alu, machiné. Tout est en alu. Et c'est assez exceptionnel. Vous imaginez bien, pour faire quelque chose à ce niveau-là, à des volumes très bas, c'est un travail exceptionnel. Et si on voit les portes, ici, on voit un peu, on commence à voir la finition d'un produit final, mais porte en carbone. Ah ouais, on voit bien le carbone mat. Je vais vous montrer aussi le capot parce que c'est... Déjà, effectivement, si on regarde juste là, on voit que c'est en carbone. Et toute la face avant, tu m'as dit, est en carbone. Ouais, structure. En fait, ici, on voit c'est bien le moteur d'une 550. Ouais. Mais quand on voit les niveaux de même... Ah ouais, même la barre en carbone, oui, c'est incroyable. C'est vraiment, lui, il est dans le détail. Et il a dit à ses ingénieurs, je veux que chaque pièce que vous faites pour la voiture, que dans 5 ans, vous êtes encore fiers de la pièce. Il m'a dit, cette petite histoire, ça lui a coûté 2 millions de développement de plus. Quand ton cache de lave-glace est en carbone, tu sais que c'est sérieux. Mais en fait, c'est un bijou, la voiture. Ah oui, vraiment, c'est super. Le propriétaire de ces voitures, disons qu'il a beaucoup de belles voitures. Et ça reste sa préférée. Mais quelque chose petites entrées d'air là. Qui est très rare, pas connu. Combien d'exemplaires? Je crois avec le proto, ils ont fait 5. 5? Ah oui, je pensais pas que honnêtement, c'est pas un produit qu'ils se vendent plus, mais pour moi, les clients qu'ils ont, ça va être très dur à les séparer de ces voitures parce que c'est pour qui comprendre que ce que c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, il y a un siège de SLR là. Ah oui. On en parle. J'essaie de me mettre derrière pour montrer les échappements. Et tu me disais que ça faisait un son vraiment de 250 GT de course, quoi. Ouais. Ils ont travaillé beaucoup sur la sonorisation à tous les régimes. Pour donner un peu un côté, une impression de voiture de vent. C'est des gens de mettre bagarre à côté d'une très belle RML. Ah ouais. Honnêtement, non, émotivement, je t'ai dit, la voiture pour te mettre comme ça, dans quelque chose de spécial, c'est le lien entre ça et ça, c'est vraiment quand tu es dedans, tu as l'impression d'être dans quelque chose de très spécial. Ouais, c'est le plus important. Je trouve que ça aujourd'hui, surtout dans notre région, si tu as un SP3, c'est pas si rare que ça. Aujourd'hui, avoir quelque chose qui se démarque contre les autres produits et que seulement être assis, pas parce que les autres te regardent, mais quand tu es assis dans quelque chose, tu dis là je suis dans quelque chose. Là c'est exceptionnel. Ça c'est le cas pour tous les deux voitures. Alors un petit intro sur la short wheelbase. Disons, moi je trouve que elle n'a pas eu la recognition, la reconnaissance qu'elle mérite. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment fait. Je crois que c'était un projet aussi comme beaucoup qu'ils ont sorti autour des années de Covid. Alors, pas beaucoup de com, pas beaucoup de reconnaissance pour ce que c'est, mais pour moi, c'est une des choses. J'ai complètement changé d'avis. Moi, au début, je la regarde ici depuis 10 jours, une semaine au moins, et je lui dis toujours, tu sais quoi, tu peux la laisser, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est trop belle. C'est vrai que c'est assez sublime et à quel point la voiture est compacte, équilibrée dans le design et en même temps sportive tout en étant élégante. C'est un mix de tout et c'est vraiment superbe. Alors nous, on a l'œil avisé, donc on voit que c'est un resto mode. Enfin, si on peut appeler ça un resto mode. Mais je pense que quelqu'un qui la voit dans la rue se fait pas la réflexion. Je pense qu'il voit une vraie voiture ancienne. C'est ça. En fait, l'idée de Michael, c'était d'avoir une voiture avec tout ce qui est ancienne au niveau émotion, des plus belles voitures jamais faites, mais avec l'utilisation d'une voiture moderne. Après, lui, c'est un pilote, alors il faut que les voitures se roulent bien. C'est important aussi. C'est vrai que... Ah, mais c'est vraiment superbe. Concentrons-nous sur... Alors là, on sait que c'est pas une voiture ancienne. Là, il n'y a pas de doute. Ouais, là, on dirait que c'est... Moi, ce que j'adore, c'est on dirait pas que c'est la même boîte qui décide de faire un produit tellement différent. Pas du tout. Mais ça, c'est
c'est le nouveau projet. Il s'appelle, le code c'est P39. P39 parce que c'est le 39e projet de... C'est ça, et ils vont faire 39 pièces. Et là, ils ont présenté la première voiture client, je crois, en Angleterre, il y a le mois dernier, qui part semaine prochaine pour être livrée. Alors, si vous voulez, c'est vraiment les dernières phases. On a dit, on amène la voiture pour montrer un peu. On fait essayer un peu des clients, un peu des personnes pour avoir un peu une sensation de la voiture. Mais si vous voulez, c'est déjà une voiture qui est en production. Alors, première livre est livrée semaine prochaine, elle part aux États-Unis. Et après, chaque mois, il y a une autre voiture qui arrive. Et le concept sur ces voitures, c'est toujours de faire quelque chose un peu improbable. Disons, les voitures que les constructeurs ne peuvent pas se permettre de faire, pour plusieurs raisons. Ah bah là, non, c'est certain. Et Mike, il était très pointé sur le fait qu'il a dit qu'est-ce que ferait une GT1 d'aujourd'hui sur la base du 911 s'il y avait toujours la catégorie GT1 Hypercar. Mais la voiture reste une vraie GT. Mais si on voit... C'est une base de 992 Turbo S. C'est ça. Avec carrosserie sur mesure intégralement en fibre de carbone. La voiture est plus longue, plus large, aéroactif à l'avant, à l'arrière, dessous. Ils ont gardé le moteur, donc ça reste 4 roues motrices. Le moteur, alors les 4 roues motrices, les freins, les systèmes de Porsche, ils ont fait exprès de les garder. Ouais. Pour plusieurs raisons. Et en plus, c'est pas une mauvaise base de partir. Et eux, ils ont travaillé beaucoup sur suspension, mise en point de la voiture, châssis, aéro. Alors la voiture d'Aero, elle a de base plus qu'une GT3 RS, mais même ça commence à rapprocher. C'est ça, c'est autour de 950 kg à partir de 285 km/h, donc c'est quasiment une Senna. Quasiment une Senna. En même temps, quand on voit on va montrer les éléments actifs. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que moi j'adore ces voitures? Déjà les sensations de la rouler en normal, parce qu'à la fin, tu peux prendre la main, elle est assez facile. Mais quand on voit le look de la voiture, elle est extrême. Mais si on veut, on peut la configurer en configuration GT, vraiment avec 4 places à l'intérieur, une config très élégant. Là, c'est le proto qui est en carbone brut. C'est pas la finition de carbone, bien sûr, qu'on verra sur le produit fini. Mais je trouve qu'en carrosserie couleur, la voiture, elle a encore plus de présence. Là, oui, il y a effectivement, non, mais les arêtes sont hyper impressionnantes. Et puis, ouais, là, le look, en fait, ça rappelle plein d'éléments. Ça rappelle de la 935, ça rappelle la 911 GT1. Il y a plein d'éléments différents. Puis surtout, là, on a vraiment l'impression que c'est une voiture qui sort d'un circuit avec cette carrosserie tout en carbone. On dirait une GT3R ou. Quand on parle de châssis, la carrosserie, ça commence là. Tout le toit avec cette pièce-là, ouais. Avec le roof scoop. Tout l'arrière de la voiture retombe sur le côté de la porte et ça finit ici. C'est une pièce en carbone qui pèse 19 kg. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, on récapitule quand même de là, tout le tour là, jusqu'ici, c'est une pièce en carbone. Et ça comprend tout ça à l'arrière là. C'est incroyable. La prise d'air, elle est gérée tout par le toit. Ouais. Et honnêtement, j'adore, tu verras, le bruit en même bas de vitesse. T'as un bruit d'induction. Petit bruit de, moi je dis, il y a un côté groupé avec tout ce qui se passe en bas de régime. La vérité, l'échappement et les protos en ce moment sur ces voitures, alors elle fait un peu de bruit, pour moi, un peu droning. Ouais. Mais les prises d'air que normalement sont pour le moteur de base sur la Turbo S, en fait, on peut voir, c'est mieux si on regarde ici. On le voit, c'est que ça passe les trous directs de là, et ça réduit le drag par, je me souviens pas combien de pourcentage de points, mais c'est pour nettoyer l'air derrière la voiture. Alors c'est vraiment un produit travaillé comme quand ils travaillent un produit pour un B2B, si c'est Aston, McLaren, etc. C'est le même niveau de développement qui se fait avec ce type de projet. Et ils se gardent quand même, l'idée c'est que ça garde une utilisation, elle est 3% plus compliante en mode normal. Ouais. Dans les modes de moteur puissance, le moteur il est très bien travaillé, mais c'est pas qu'une cartographie, il y a du boulot. Le moteur ça a été travaillé par Litchfield, c'est ça principalement. Litchfield qui sont très connus d'abord en Angleterre et ensuite dans le monde entier pour avoir travaillé sur beaucoup de Nissan GT-R pendant pas mal d'années. Ils avaient travaillé sur les DC5 aussi. Ah oui, ça sera l'occasion d'un autre contenu. Ils ont même vendu une DC5 direct à Maranello. Ah ouais en 2007-2006 pour bosser un peu sur un moteur spécial. Mais oui, c'est un très bon préparateur, toujours des choses qui sont moins communiquées que des autres, mais c'est très bien fait. Et oui, tu as 750 jusqu'à 950 chevaux basé sur la modalité de la voiture. Je crois que mode normal c'est 750, sport c'est 850 et sport plus track c'est 950. C'est ça. Et 1000 Nm. C'est bon ça. Ouais, tu as fait plus de recherche que moi, c'est sûr. J'ai regardé. Le truc c'est que quand j'ai vu qu'il allait pleuvoir, qu'on avait des pilotes Sport Cup 2 et qu'il y avait marqué 950 chevaux, je me suis dit bon, ça va être technique. Ouais. Mais on va faire attention. Non, moi je trouve que c'est un produit exceptionnel parce que il y a un
contradiction entre le fait qu'elle a un look d'enfer d'un GT1. Oui. On peut la configurer comme une GT1 blanche avec les jantes BBS dorées. C'est magnifique, on a fait déjà un essai. Mais tu peux garder l'intérieur vraiment avec tout CarPlay. Bah oui, c'est ça qui est surprenant, c'est que effectivement. Là, les sièges racing, mais il y a les câbles de proto. La marque annonce, enfin RML annonce que c'est une voiture qui doit être à la fois ultra capable sur la route. Tu le disais, les suspensions peuvent être plus confortables en mode normal, mais c'est aussi une voiture qui théoriquement a pour objectif de faire 6,45 au Nürburgring, ce qui est extrêmement rapide. C'est sur les simulations. Mais à l'intérieur, ça reste une Turbo S. Bon, à un détail près quand même, ce sont ces sièges baquets qu'on retrouve, c'est des Recaro, je crois. Je crois aussi, oui. Je crois que c'est des Recaro. Oui, oui. On les retrouve chez pas mal de... En accessoires, chez pas mal de trucs chez MTM, je sais qu'ils les utilisent. Dans la nouvelle Toyota Supra GR aussi, il y a ces sièges-là. Bon, c'est vrai que ça donne un look assez incroyable à la voiture. Au niveau perf, je crois que ce qu'ils ont fait du vrai, ils ont fait des essais à Silverstone. Ouais. Les chronos, je les connais pas par cœur, mais je crois que c'était plus vite qu'une GT4. Mais ça, c'est avec le pneu de routier sur celle-ci. Ouais. Et GT4 en pneu slick. Et ça rapproche beaucoup à une GT3. Ah, bah, et avec les roues, les pneus, normal. Bah, alors, il faut dire qu'avec la puissance, c'est pas étonnant. La puissance, elle coûte beaucoup. Elle se compte beaucoup. La puissance, l'aéro, le frein. Je vais essayer de te sortir les ronds. Ah oui. Et comme on le disait, aéro actif sur la voiture. Donc quand tu es en mode route, tu vas avoir la voiture comme ça avec un profil peu sorti. Et si tu passes en mode track, hop là, on va avoir les ailettes qui sortent. Et là, effectivement, c'est assez impressionnant. Derrière, on a aussi. Voir à l'arrière. Et en mode track, pareil, tu as le... Ça, c'est avec DRS. Le DRS qui va se mettre en mode haut. Ça, c'est un mode haut. Elle est ouverte et après, elle descend. C'est ça. Là, il est ouvert. J'avais déjà mis. Donc là, le DRS est ouvert et il va forcément se relever. Et il y a un bouton pour ouvrir le DRS dans les lignes droites pour avoir encore moins de traînée et privilégier la vitesse en ligne droite. Jante mono écrou, disque carbone cette céramique. Pièce, elle est magnifique aussi. Je vais essayer de l'ouvrir. Mais en fait, il n'y a que les ordis pour développement dedans. Alors ça va être fini très bien. Je ne sais pas si on devrait le montrer. Mais si j'arrive à l'ouvrir, parce que je n'ai pas fait encore. Oh waouh, la taille de la pièce. Ouais. Ouais, c'est dingue. Clairement là, il y a tout l'équipement de développement. Ouais, bah là on etc. voit bien. Mais il y a des câbles partout. Et ça reste vraiment en proto. Hein. Ouais, bien niveau sûr. finition que ce qu'on voit, etc. C'est pas version. De toute façon, la voiture c'est vraiment un prototype. Elle a fait 25 000 miles, je crois, au kilomètre. Je suis pas sûr, quand même. mais je crois que c'est fermé. Ça a l'air fermé. Mais vaut mieux vérifier parce que si ça s'ouvre en roulant, c'est vrai que c'est ça. Ça risque d'être un peu problématique. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu vas essayer? Bah ouais, mais on attend un peu l'après-midi, regarde, il y a le. Ben on va attendre ça là parce que là à l'instant T, je suis pas hyper rassuré. Bon, après c'est que un proto qui a coûté je sais pas combien pour ces voitures alors. En étant la seule qui roule en ce moment, alors c'est mieux qu'on prenne un peu c'est mieux de prendre des précautions. Mais il nous fait confiance, il m'a dit Erwan, tu dois prendre une photo de ton permis, c'est bon, tu peux la prendre toute seule si tu veux. Super. Mais si tu veux, j'ai l'habitude, maintenant j'ai l'habitude qu'on me jette des clés de voitures assez impressionnantes, puissantes, etc. Mais ce qui définit toujours le niveau de danger, c'est l'état des pneus. Enfin, les pneus déjà qu'il y a, l'état des pneus et après la route. Et là, c'est vrai que Pilote Sport Cup 2 sur route de montagne mouillée avec 950 chevaux. Après, j'ai une petite idée. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux essayer avant pour tester la route. C'est effectivement une bonne idée parce que ce matin, j'ai testé la route avec ma 968. Mais il y a effectivement quelque chose de peut-être un peu plus adapté qu'on devrait présenter dans une autre vidéo en attendant que le soleil se lève. Comme tu veux. Je pense qu'on va faire ça. Ok, bon, me voilà au volant de la RML GTH. Je vais dire GTH pour GT Hypercar. Première impression, bon déjà, à l'intérieur c'est une Turbo S. Les sièges nous rappellent vite qu'on est dans quelque chose de spécial. Mais s'il y a bien un truc qui nous rappelle qu'on est dans quelque chose de spécial, c'est la taille de l'aileron à l'arrière. Évidemment, plus de vitres à l'arrière, donc une caméra. Et je vais vraiment me concentrer sur l'expérience de conduite que propose cette voiture plus que de rentrer dans des considérations ultra techniques. Alors je rappelle évidemment que c'est une voiture qui fait 950 chevaux, c'est un prototype avec des Pilote Sport Cup 2 un peu usés. Donc voilà, je vais pas non plus faire de grandes dingueries. Et alors vous pouvez pas le voir, mais derrière moi j'ai un convoi avec une GT3 RS, une P1,
McLaren P1, une 911 ST et une Lamborghini Revuelto. Voilà. Déjà la première chose qui marque, c'est à quel point c'est qu'il y a un contraste entre la vue que j'ai et le feeling que j'ai. À l'intérieur, j'ai l'impression d'être dans une voiture de sport, enfin dans une 911 quoi, mais j'ai quand même le feeling d'être dans quelque chose de beaucoup plus gros. La voiture a un feeling de caisse large, en même temps elle est beaucoup plus large, mais je sais pas, je le sens. Vous l'entendez, le moteur bon là c'était à peu près 10% de pédale et j'ai fait 100 jusqu'à plus de 100 km/h très très rapidement. Le moteur gronde à l'arrière, il y a des bruits de turbo. Je suis extrêmement prudent parce que c'est assez difficile de jauger la voiture. L'avant est très direct. Je rappelle hein, que c'est un prototype, mais c'est un prototype roulant. La voiture a déjà fait plus de 28 000 km. La puissance en fait semble absolument infinie. Actuellement je me trouve en mode sport où j'ai à peu près 850 chevaux. Sur la décharge de Dunvalve. Michael à côté qui est le créateur de la voiture m'a dit d'aller en sport plus. Ça a l'air absolument balistique, j'ose absolument pas mettre mon pied dedans. Alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer, vraiment ça fait beaucoup d'infos. Mais entre la voiture qui... C'est assez amusant, la voiture est vraiment ultra vive, mais pour autant elle est pas brutale dans ses comportements, elle a vraiment... elle est assez facile à conduire, elle paraît plutôt sûre, mais vous avez la sensation immédiate que vous êtes assis sur une pompe à feu quoi. Et c'est assez déstabilisant, je veux dire que c'est vraiment très impressionnant. Et un peu à la manière d'une Turbo S, même s'il ne faut pas que je compare les deux voitures, mais un peu à la manière d'une Turbo S, la voiture tient un rythme élevé avec une facilité absolument déconcertante. Mais ce qui est particulier, c'est que ouais, l'avant est assez vif, mais j'ai pas trop de notion de grippe latérale de la voiture. Pourtant, je sens qu'elle en a, mais... Voilà, les bruits de turbo à l'arrière et tout. Je fais gaffe parce que c'est un peu gras. C'est très impressionnant à quel point la voiture est capable d'aller très vite, ultra facilement. Et elle est aussi capable de rouler comme ça. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, à 50 km/h en troisième, bah, la voiture c'est une voiture normale quoi. Sauf que quand je regarde derrière moi, j'ai l'impression de rouler dans une GT1. C'est vrai que c'est surprenant aussi les suspensions, même si on sent que le maintien de la voiture est absolument impérial, il y a une souplesse dans les suspensions qui est très agréable et qui permet à la voiture de vivre tout en gardant un maximum de grippe. C'est presque déconcertant la souplesse de la voiture parce que du coup ça la rend assez... Il y a l'avant qui se lève quand on accélère, on a l'impression que la voiture elle rentre en lévitation quand je mets pied-tôle. Et encore là j'ai pas mis pied-tôle. On sent toujours que c'est une 4 roues motrices, notamment dans la direction, dans la manière dont la voiture, enfin
dans la manière dont la direction devient un peu plus lourde en virage. On sent qu'on a quand même un peu de masse à emmener. C'est pas non plus la légèreté de la direction d'une GT3 RS. Forcément, les roues motrices influent sur la lourdeur un peu de la direction quand on va mettre 30-40 degrés d'angle. Mais on doit presque pas tourner le volant pour que la voiture vire dans les virages. C'est presque déconcertant et la voiture est vraiment agile. Mais c'est pas facile d'avoir la confiance de se reposer sur le grip avec un engin pareil. Ce qui est sûr, c'est qu'à tout instant, je sais que je suis dans une voiture extrêmement spéciale. Bon, allez, on passe en POV. On a une vue extraordinaire à gauche. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne. J'espère que les pneus sont chauds. J'essaie d'imaginer ce que les gens pensent quand ils voient la voiture arriver. Quand ils voient la voiture arriver sur la route, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce machin, espèce de... C'est téléportatif. C'est-à-dire que 950 chevaux, ça commence à être quand même... Mais en fait, ce qui est incroyable dans ces voitures aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle cette puissance est exploitée. Parce que là, vraiment, c'est parfaitement utilisable. Et c'est complètement délirant de se dire qu'une voiture aussi puissante peut se conduire vraiment comme une Golf, quoi. Il y a un peu un feeling de voiture de course dans le châssis, dans la manière dont la voiture se déplace et gère les aspérités de la route en les absorbant complètement. On sent qu'il y a vraiment un travail de châssis très très important et que c'est extrêmement bien mis au point parce qu'il n'y a rien qui déstabilise la voiture. Et le seul moment où effectivement on sent que c'est vraiment... ça fait beaucoup, c'est en accélération pure parce qu'on a l'impression que la voiture elle va s'envoler, quoi. Et même la courbe de puissance est assez utilisable, c'est hyper surprenant. Et ça, effectivement, enfin, quand je vois le degré de mise au point de la voiture, ça m'étonne pas que le but soit d'attaquer le Nürburgring et d'aller faire un temps parce que... C'est presque déconcertant à quel point la direction est directe. Parce qu'il faut faire des tout petits mouvements pour faire tourner la voiture. It's so sharp, it's actually insane. A lot of feedback. Yeah, there is a lot of feedback and also a lot of touch there. But the way c'est vraiment très impressionnant. Et en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est, si je dois résumer, parce que c'est quand même vendu comme une hypercar. Alors j'ai le créateur de la voiture à côté de moi, mais c'est vendu comme une hypercar. C'est clairement les performances d'une hypercar, que ce soit en termes de châssis, de gestion générale de la voiture. Tout est tellement bien mis au point. Après, est-ce que c'est fun au sens où on l'entend Je sais pas, parce que c'est quand même
complexe comme voiture, en revanche c'est extrêmement impressionnant. Et que ce soit esthétiquement, en termes de mise au point, c'est sûr que c'est quand même assez unique, quoi. C'est complètement fou et j'ai pas vu la voiture rouler de l'extérieur, mais je pense que ça a un look absolument démentiel. Donc non, je dois dire que c'est vraiment unique comme expérience. Et la mise au point châssis est folle. En fait, la voiture elle vole sur la route et la seule distance qu'il y a entre chaque virage, la distance qu'il y a entre deux virages, elle est gérée par l'accélérateur et vous pouvez vraiment raccourcir la distance en appuyant plus ou moins fort avec votre pied. C'est complètement fou. Et les bruits d'admission, de turbo, de tout, c'est... Oh là là. Allez, Axel, piéto le deuxième. Oh, it never stops. Then yeah, it's quite bon. Le background assez exceptionnel. Un immense merci à RML et bien sûr à Jean-Louis pour avoir organisé cet essai. J'avoue que alors cette vidéo était assez particulière parce que c'est vraiment un plongeon dans le monde de l'hypercar et dans le monde des voitures ultra exclusives. C'était aussi pour moi l'occasion de passer dire bonjour à Jean-Louis qui est un bon ami. Évidemment vous avez la RML derrière, franchement expérience extraordinaire et presque si je devais apporter une petite touche de, pas de regret avec cette voiture mais de critique positive, c'est que quand on voit la caisse de l'extérieur, quand on la voit rouler, c'est absolument dingue. Et quand on est à l'intérieur, je trouve on sait dans quoi on est, mais on se rend pas compte à quel point c'est spectaculaire. Et donc je me dis que parfois ça manquerait peut-être d'un petit quelque chose de différent, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'unique. Et je suis extrêmement content d'avoir pu en prendre le volant à de nombreuses reprises aujourd'hui. Je pense que vous voyez ce qu'il y a derrière moi. McLaren P1. En fait aujourd'hui pas mal de gens sont venus voir un peu la RML. Donc je vous montre cette voiture très rapidement. McLaren P1. Et derrière on a une magnifique Porsche 911 ST, une GT3 RS 992 ici. Et derrière la NSX de Jean-Louis que je vous avais déjà filmé, voiture que j'avais essayé. Et bien sûr la Short Wheelbase RML qui est juste derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et bon, je vous dis à la prochaine sur The Club Driver. Alors je sais pas si je réussirai à vous sortir des trucs aussi exclusifs que cette voiture, mais en tout cas c'était vraiment une expérience extraordinaire. À la prochaine, ciao.